Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à notre deuxième conférence en live sur Facebook. On est très heureux de vous retrouver pour cette seconde édition des événements de Série Mania annulés. Euh, on laisse arriver un petit peu les gens, évidemment, puisque tout le monde arrive toujours un petit peu en retard. Donc un tout petit peu de patience et on prend la parole, bien sûr. On est ensemble pour 1 heure à peu près, une conférence quiz interactive. Bonjour à tous, allez, c'est parti, il y a du monde qui est là, on va commencer sans plus tarder. Alors, bon, vous savez que le festival Sérimania a été annulé comme bon nombre d'événements culturels, et nous, on voulait quand même essayer de vous faire vivre quelques-uns des événements qu'on avait programmés pour vous, et quoi de mieux qu'un live sur les réseaux sociaux pour ce faire. Donc, on s'est donné rendez-vous pendant les mardis du confinement déjà la semaine dernière, ce mardi-là, et une dernière conférence mardi prochain. Tout d'abord, avant de commencer, on remercie nos partenaires. Sans eux, on ne pourrait pas faire tout ceci. Donc, merci à la région Hauts-de-France, à Lille, à la ville de Lille, à la métropole de Lille, à Hello Lille, au CNC, à notre grand partenaire, le Crédit Mutuel, à Just Eat, et un merci particulier à nos partenaires médias qui nous suivent sur cette opération France Inter, Première et Télé Loisirs. Alors aujourd'hui, on a un thème de circonstance pour cette conférence. Soigner son moral avec les séries. On va essayer de relativiser un peu les tracas du quotidien grâce aux personnages de séries, à leur comportement et à ce qui leur arrive. On va être avec Marianne Lévy, qui est l'auteur du livre Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne, et avec Benoît Laganne, qui est journaliste spécialisé séries, évidemment, à France Inter. Alors, qui dit conférence quiz, évidemment, et qui plus est en live, dit interaction. Donc, il ne faut pas hésiter à commenter dans les commentaires via Facebook et à répondre aux questions. Évidemment, il y aura des cadeaux à gagner, des goodies du festival et des exemplaires du livre de Marianne Lévy. Juste une petite précision pour ceux qui commentent, qui participent au jeu. On annoncera les gagnants dans les commentaires. C'est plus simple et c'est plus fluide. Alors, sans plus attendre, je vais vous laisser avec nos deux intervenants, Marianne et Benoît. Je vais les faire passer tout de suite en live. Marianne, Benoît, vous allez bien? Oui, super. Et toi, Lionel? Moi, ça va très très bien. Salut, Voilà, salut, je salut. vous laisse la place. Bonjour, bonjour, bonsoir à tous. Salut Marianne. Merci d'être avec nous pour cette conférence quiz autour du travail. Oui, parce que c'est un travail aussi que de regarder les séries avec Marianne Lévy. Donc Marianne qui vient de signer ce livre, comme Lionel le disait, c'est Héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne. Dans ce livre, ce qui est intéressant, Marianne, c'est que tu as décidé d'écrire à tes personnages de séries préférés, en gros. Leur dire pourquoi tu les aimais, pourquoi c'était tes meilleurs amis de fiction pour la vie, pour toujours. Alors, avant qu'on entre dans différentes thématiques et puis qu'on fasse réagir un petit peu tout le monde, moi je voudrais savoir quel a été l'élément déclencheur, pourquoi il y a eu ce livre en fait, pourquoi l'envie d'écrire ce livre. Tu l'as dit, Benoît, la critique, c'est un métier. Voilà, il y a des tas de gens que ça révolte, mais voilà, il arrive qu'on puisse travailler en regardant des épisodes de séries. Et finalement, en préparant la conférence, je me suis dit que j'ai été victime d'une maladie professionnelle. C'est-à-dire que ça fait 15 ans que je suis critique, ça fait 15 ans que je regarde des épisodes de séries du soir au matin, ou plutôt du matin au soir, ça dépend. En ce moment, tout est un peu confus, le jour, la nuit, avec le confinement, on sait plus bien. Mais en tout cas, voilà, passer autant d'heures avec des personnages, c'est les faire entrer dans notre vie. Et quand les chaînes de télévision décident que ça s'arrête pour eux, et c'est un peu un drame pour nous. Donc, c'était une succession de micro-traumatismes finalement que ces fins de série, en tout cas pour les séries qui m'ont marqué, qui m'ont constitué, qui m'ont nourri. Et c'est d'abord été quelque chose de très personnel. Donc, j'ai commencé à leur écrire dans mon coin, à écrire des lettres comme ça pour continuer de vivre avec eux parce que c'était une forme de révolte. Il n'y avait absolument aucune raison valable pour que moi j'arrête de vivre avec eux. Donc j'ai commencé à entretenir cette relation épistolaire à sens unique. Je n'ai jamais eu de réponse à ces lettres que j'ai envoyées.
Il y a eu le final de Game of Thrones et cette espèce de comme ça, catharsis planétaire où des millions de fans ont commenté, se sont sentis concernés, ont été révoltés, d'ailleurs plutôt révoltés par le dernier épisode. Et je me suis rendu compte que ma pathologie de série maniaque, elle était super répandue et qu'on était des millions à travers le monde à très mal vivre la fin de nos séries préférées. Et je me suis dit que ça relevait de la thérapie. Donc il y avait deux solutions. Soit j'allais m'allonger sur le divan d'un psy, soit je passais à l'acte et j'écrivais ce livre de série-thérapie. Voilà. Et oui, c'est vrai que Marianne, tu es non seulement critique de série, mais tu es romancière, donc du coup, tu avais la double casquette qui permettait cet exercice-là. Alors, on va, avec l'aide de tous ceux qui nous regardent, essayer de comprendre ce que les héros de série peuvent nous apporter dans le quotidien, dans des relations amicales, quand il s'agit de l'amour, bien évidemment, des relations familiales. Mais avant, j'aimerais que tu me cites deux personnages. Alors, le jeu va être un petit peu particulier. Il va me falloir que tu me cites un personnage que tu aimes particulièrement, qui t'a constitué, comme tu le disais à l'instant, mais qui est peut-être pas très connu de ceux qui nous regardent ce soir. Et puis ensuite un deuxième, parce qu'il y a beaucoup de héros américains, anglo-saxons, on va dire pour généraliser, dans ton livre, mais un héros français. Il y en a quand même dans le livre aussi. Et j'aimerais que tu me parles aussi d'un héros français. Donc, ces deux personnages, allez hop, tu as 2 minutes pour nous les présenter. Tu veux deviner, Benoît, ou je te donne des indices? Non, 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 pas d'indice. J'ai réfléchi. En fait, il y a 70 personnages dans mon livre et c'est tous mes meilleurs amis. Donc, c'est un choix qui est vraiment douloureux à faire, hein, que tu m'as demandé. Voilà. Mhm. Donc, on est un peu dur au mal en ce moment. Donc, j'ai pris sur moi et j'ai réussi. Et j'ai envie de mettre en lumière une héroïne qui est très méconnue, de la série Men in Trees. C'est une petite série, une petite comédie qui a eu 2 saisons et dont l'héroïne s'appelle Maren Frist. Et je trouve que son personnage, elle était déjà super fréquentable avant le confinement. Elle l'est encore plus aujourd'hui parce que Marine, elle était comme nous. Elle avait une vie qui roulait avec ses hauts et ses bas, mais en fait, elle avait ses habitudes, voilà. Et puis du jour au lendemain, elle est obligée de quitter New York. Ça la fait totalement hyperventiler déjà de passer le pont de Brooklyn, donc imaginez. Elle prend un hydravion, elle débarque en Alaska, dans un petit bourg au milieu de nulle part qui s'appelle Elmo. Et elle est coincée là-bas. Et cette New-Yorkaise pur jus, elle doit tout réinventer. C'est terminé les soirées cocktails, les premières, les lancements de livres, voilà, la vie trépidante de Manhattan. Et bonjour la vie trépidante d'Elmo, où le point culminant du divertissement, c'est quand même la soirée bingo ou le concours de meilleures recettes de pancakes. Et Et donc, donc, en quoi elle t'aide, justement, Marine? ben, en quoi elle m'aide parce que finalement, Marine, elle me montre que ben, ce qu'il faut, l'essentiel, peut-être la plus belle qualité qu'on doit développer, en tout cas, c'est sûrement celle de la faculté d'adaptation. Donc ça, c'est pour Marine. Mais moi, j'aimerais bien aussi un personnage français. Parce que c'est vrai que les séries américaines anglo-saxonnes, on les cite assez volontiers parce qu'il y a un certain nombre d'épisodes. On les suit sur de longues saisons. Donc, on a l'habitude de les voir comme ça au fil du temps. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance à les citer. Mais il y a quand même de grandes et de longues séries françaises de plus en plus. Alors, parmi les personnages français, s'il y en avait une que tu devrais me citer. J'ai une tendresse particulière pour un perso qui est capable de faire tout ce que je suis incapable de faire. Et ça aussi, c'est la fonction du perso de série. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles on s'attache à eux. C'est cette faculté qu'ils ont de réaliser nos fantasmes. C'est Andrea de 10%. Vous savez cette expression qui dit qu'il y a certains disent tout ce que nous on pense tout bas. Ben, elle fait ce que nous on aimerait pouvoir faire au boulot et qu'on n'ose jamais faire en fait. Et en fait, je trouve qu'elle a quelque chose de très apaisant en fait. On vit un peu les trucs par procuration à travers elle et je pense qu'on arrive à apaiser un peu à la machine à café le lundi matin après avoir passé le week-end avec elle. Donc, pour commencer, alors on va en parler
va y avoir un paquet des meilleurs amis de fiction pour la vie dans cette rencontre aujourd'hui. Mais donc, pour vous, c'est Marine et Andrea. Alors, vous qui nous regardez, si vous avez des personnages qui vous ont marqué particulièrement, vers lesquels vous vous tournez peut-être quand vous avez le blues, quand vous vous questionnez, n'hésitez pas à nous les citer. Et puis, en cours de rencontre, on essaiera de faire réagir notre docteur Lévy, spécialiste en série-thérapie, sur vos choix justement de personnages. Ouais, Mais d'ailleurs, avant, oui. ouais, juste, puisque tu m'appelles docteur, c'est totalement une imposture, hein. Il faut quand même savoir que j'ai eu 0,5 au bac de français. C'est comme ça que je suis devenue critique de série. Il y a des révélations qu'il faut savoir faire en public. Enfin, en maths, hein. En français, j'ai une bonne note. Bon, ben super. Alors, en attendant que vous nous proposiez différents personnages, j'aimerais commencer par ce que vous appelez les super-héros du quotidien. Alors, il faut faut comprendre quoi par super-héros du quotidien, parce que ça veut rien dire, en fait, super-héros du quotidien, non? Mais en fait, ce qu'on retient toujours chez les super-héros, c'est qu'ils vont sauver le monde, qu'ils vont vaincre le virus, qu'ils vont combler la faille de Sant'Andrea, enfin des tas de trucs comme ça. Mais en vérité, le gros challenge dans la vie, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est pas plutôt le fait de se lever le matin et de survivre à la journée, surtout quand elle commence sur la ligne 13, dont je parle beaucoup dans mon livre, hein, parce que pour ceux qui la fréquentent, comprennent tout l'enfer que ça représente de ce trajet-là. Mmh. Et du coup, je me dis finalement, ce que nous apprennent les personnages de série de manière un peu plus sérieuse, c'est vraiment ça, c'est qu'au-delà de cette dimension des super pouvoirs, il y a une dimension universelle d'expérience du boulot, des enfants, de la famille, des problèmes d'argent, enfin, et qu'eux aussi, d'une certaine manière, ils se lèvent le matin pour affronter leur journée, même si leur journée est forcément plus remplie que la. Et donc, du coup, parmi ces personnages, s'il y avait un personnage qu'il fallait citer, ce serait de ce super-héros du Ah oui, quotidien. alors là, c'est une héroïne. Je suis désolée, j'ai l'impression que tout d'un coup, ma sélection m'apparaît 100% féminine, mais c'est pas grave. C'est girl power, Voilà, et puis Marianne. de toute manière, on vit depuis de nombreuses années dans un monde où c'est plutôt le contraire. Donc voilà, c'est bien de rétablir la balance. Moi, je pense tout de suite à Alicia Florrick. Alicia Florrick, c'est une femme qui avait une vie bien rangée. Elle était la femme d'un homme politique qui avait gravi les échelons. Elle Mhm. était mère de famille, femme au foyer. Elle avait fait des petites études de droit sympas, mais elle n'avait pas travaillé. Hein. Elle s'était engagée dans cette vie-là. Et puis un jour, son monde s'effondre. Son gouverneur de mari est accusé de corruption, elle a des problèmes d'argent, elle doit reprendre le chemin du boulot, mais en fait, personne ne lui fait de cadeau. Et du coup, elle a un petit côté, la force tranquille rencontre Rambo, Alice. Là, voilà, elle est là, elle fait pas de bruit, elle s'obstine, elle y va, elle recommence, elle se prend des claques, mais c'est pas grave, elle est dure au mal, elle continue, elle continue. Et c'est peut-être ce qu'elle nous enseigne, c'est cette idée de travailler sa persévérance et de s'obstiner en fait. Très Et bien. aussi, elle a une arme fatale que je ne conseille pas, parce que Oui. c'est quelque chose d'ailleurs qui est illégal. Mais en fait, elle termine toutes ses journées avec un petit verre de vin de Bordeaux, je crois. Alors moi, je pense qu'on peut Comme nous en tenter ce les moment, viands. hein, avec le confinement. Hein. Ouais, je pense qu'on peut tenter le verre des viands, mais elle fait le point tous les soirs. Et en fait, c'est assez efficace parce qu'elle s'en sort pas si mal que ça, Alicia. Alors, parmi les meilleurs amis de fiction pour toujours, de ceux qui nous écoutent, alors il y a plusieurs noms déjà qui sont tombés. Daenerys, Malcolm, Lorelai Gilmore, Jack Pearson, Leslie Knope. Alors, voilà, c'est quelques-uns. Tu t'arrêterais sur lequel? À ton Ou sur avis? laquelle? Oui. Eh ben, je vais m'arrêter forcément sur Lorelai Gilmore. Parce qu'elle a aussi, c'est un peu la même config qu'Alicia, sauf que Lorelai, elle est issue d'un milieu populaire, elle est pas, enfin, non, elle n'est pas vraiment issue d'un milieu populaire. En fait, elle est issue d'un milieu privilégié, mais elle renonce à ses privilèges pour mener une petite vie simple parce qu'elle a décidé d'élever sa fille toute seule et ce qui fâchait ses parents. Donc, elle Et est quand donc pour même, ça, ouais, donc pour ça, elle peut aider de par ce statut-là, justement. bah, ce qui peut aider, ce qui nous aide chez Lorelai, ça c'est sûr, c'est elle a décidé d'enchanter sa vie
elle est très lucide, hein, puisqu'elle a vécu quand même quelque chose de dur, hein, d'élever c'est une adolescente mère, donc ça ne doit pas être simple. Voilà. Mais en même temps, elle a cette espèce de détermination à enchanter sa vie, à tout repeindre en rose. Elle a une vénération pour les décorations de Noël. Elle devient hystérique quand il neige. Mais en fait, c'est pas de la naïveté. Elle est très lucide là-dessus. C'est juste en fait une conviction chez elle. Et ça, je trouve ça assez chouette, l'idée. Et assez bon pour le moral, l'idée qu'on peut décider d'enchanter sa vie, qu'il y a toujours plusieurs options et que cette option, ben, elle nous rend heureux en tout cas. Alors moi, je suis pas docteur en série-thérapie, mais c'est vrai que je regarde beaucoup de séries. Et quand je vois Jack Pearson apparaître, c'est vrai que ça me touche. Je trouve que c'est une figure paternelle qui est pas, voilà, qui est pas parfaite, hein, qui a ses défauts, mais qui tend vers quelque chose de parfait justement. Est-ce que ça, c'est un bon meilleur ami de fiction pour toujours, Marianne? C'est-à-dire que si on adore les Kleenex, Jack Pearson, c'est parfait, hein. Bon, on met au défi n'importe qui de regarder This Is Us sans pleurer. Alors, on va continuer. Vous pouvez continuer de toute façon à nous lister vos meilleurs amis. Hein, n'hésitez pas. Il y en a d'autres. Il y a Chandler qui vient d'apparaître là, par exemple. J'ai vu Chandler passer. On l'évoquera peut-être un peu plus tard. Mais avant, j'aimerais vous tenter un quiz. Donc, comme vous l'a dit Lionel, vous pouvez gagner des goodies. Série Mania, on est super content de vous offrir ça. Et donc, un petit quiz sur le qui suis-je. Il y a un personnage dont Marianne va nous parler dans un instant. Et donc, vous allez essayer de le deviner et on va suivre vos réponses. Donc, qui suis-je façon question pour un champion, hein. Je ne suis pas Samuel Etienne, mais je vais tenter. Je travaille, donc c'est le personnage, hein, bien sûr. Je travaille pour un grand magasin. Je travaille donc pour un grand magasin. Je ressemble un peu à votre voisin d'à côté, à condition que votre voisin soit quand même un peu geek, hein, sur les bords, jusqu'à ce que sa vie soit chamboulée, voilà, par un mail, hein, un peu particulier, envoyé par un vieux copain de fac. Ce vieux copain de fac travaillait pour la CIA. Et depuis, donc je suis une sorte d'ordinateur humain au cœur d'intrigues, d'espionnage. Je suis. Alors on va vous laisser répondre. Hein. Oui, il y a quelqu'un qui a répondu. Il y a quelqu'un qui a répondu. Alors là, qui a répondu. C'est de la triche. Parce que il me semble que la personne qui a répondu s'appelle Florence. Ouais, mais non, il n'y a pas que Florence. Ah, parce que y a Florence, Stéphanie c'est mon aussi, éditrice. je crois. Stéphanie qui... Alex aussi. Loulou. Benoît, il faut savoir que Florence est mon éditrice, donc elle n'a pas le droit de jouer. D'accord. Mais les autres, Chloé a répondu, Séverine a répondu, Samia, Chuck. Absolument. Ouais, Chuck. Alors pourquoi Chuck? Alors, quand on préparait avec Lionel tout à l'heure, tu nous disais que Chuck, pour toi, c'était The Guy Next Door. Ouais, The Guy Next Door, qu'on voit pas si souvent finalement dans les séries télé, et surtout le nerd, mais qui est un peu glorifié parce que à travers sa qualité principale, qui est la super gentillesse. Donc je trouve que c'est un chouette personnage parce que finalement c'est quand même une qualité qui est un peu regardée de haut. La gentillesse, c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant. Et lui, vraiment, il en fait un art. C'est vraiment une ligne de conduite pour lui. Et ce que je trouve super positif pour nous, c'est que Chuck, il s'en sort, alors qu'il est quand même dans une situation qui est, je dirais, épouvantable, puisqu'il et tout d'un coup, il est embarqué dans un truc d'agent secret, alors que le mec, sa vie, il l'a passé derrière le comptoir d'un supermarché, quoi. Donc, il n'est tellement pas équipé pour affronter ça. Et ouais, moi, je trouve que c'est un chouette personnage pour ça, pour la super gentillesse. Et la super gentillesse, il nous apprend que c'est une qualité importante et même très efficace pour s'en sortir dans la vie, quoi. Et du coup, c'est vraiment un héros du quotidien parce qu'il nous ressemble. Il travaille dans ce magasin, ce grand supermarché d'informatique, et il est à la fois un super-héros, vraiment, vu qu'il est embarqué dans des super aventures. Donc ça, c'était pour ce que vous appeliez les super-héros du quotidien. On va continuer comme ça pendant toute la rencontre à égrener différents thèmes. Alors là, moi, j'aimerais qu'on passe à celui de la famille, parce que la famille, on la hait, on l'adore. En période de confinement,
ou pas d'ailleurs. Alors vous qui avez écrit, donc Marianne, sur ces héros qui ratent leur vie pour qu'on réussisse la nôtre, dans les familles, quelles sont les familles idéales ou les personnages de série qui permettent une thérapie peut-être familiale en accéléré, si je vous cite bien et si je vous ai bien lu, Marianne? Oui, oui, mais surtout en ce moment, en fait, on est, voilà, ça fait cette semaine qu'on vit en tête-à-tête avec les membres de notre famille, ce qui peut être super positif. Et puis, il y a quand même peut-être de temps en temps des petites tensions qui surgissent. Et là, alors, il y a deux solutions, quoi. Il y a la solution pragmatique et elle est Mhm. incarnée par Carmela Soprano, à mes Ah yeux. oui, carrément, Carmela Soprano. Ah oui, Euh, Carmela Soprano, parce mhm. que je veux dire, pour moi, c'est une manager née. Elle n'a pas fait HEC, mais elle a une technique qui devrait être enseignée à HEC pour gérer une famille qui est quand même ultra problématique, hein, parce qu'on le rappelle, son mari est un mafieux du New Jersey dépressif et ultra violent. Donc voilà, ça ne doit pas être évident tous Mhm. les jours. Elle a deux ados, voilà, elle a un peu une figure qui compte dans sa communauté. Et en fait, voilà, elle a une espèce de management pragmatique qui passe par la maîtrise de l'utilisation de la laque, de la bombe à laque capillaire. Parce que comme on voit sur cette photo, Carmela compte, enfin, je pense que c'est quelque chose qui, c'est comme une armure, c'est, vous voyez, ça en fait une combattante du quotidien. Là, elle est toujours bien coiffée avec sa frange là, qui ne bouge pas, qui résiste à tout. Et puis, c'est lasagne. Alors, Pas sur la tête, les lasagnes en revanche, hein. non, pas sur la tête, quoique on ne sait pas ce qui peut se passer à la fin d'un dîner un peu agité, Oui. mais en fait, elle nous enseigne le management par les lasagnes à la laque de cheveux. Et c'était pas gagné pour elle, mais je pense que finalement, ce qu'elle nous apprend, c'est que rien n'est inéluctable du moment on s'en sort en cuisine italienne, quoi. Alors bon, je garderai quand même comme expression le management par les lasagnes. En temps de confinement, je pense que ça devrait être très pratique d'être chez les Sopranos. En revanche, pour la coiffure, je pense que ça doit être aussi crise de nerfs chez les Sopranos en ce moment. Alors, bien évidemment, vous pouvez nous dire quelle est pour vous votre famille idéale. Alors, ça n'a pas, vous n'avez pas attendu que je vous le demande, hein, vous réagissez déjà. J'ai vu un Years and Years pour la famille et juste avant, 7 à la maison. Vous en pensez quoi, Marianne? Moi, je pense que ces deux propositions sont intéressantes, elles sont très différentes, hein. C'est un peu, d'un côté, les névroses un peu tristes et puis de l'autre côté, une espèce de vision idyllique de ce que c'est que d'être une famille nombreuse. En ce moment, je recommande plutôt cette à la maison. Je pense qu'on a besoin d'un peu d'optimisme et on a un peu besoin de repeindre les murs en rose, quoi. Mais Years and Years est artistiquement hyper intéressante. Enfin, il y a plein de choses du monde dans lequel on vit, hein. Et la famille Fischer de Six Feet Under, comme nous le propose élégamment le directeur artistique du festival Frédéric Lavigne, c'est bien à regarder en ce moment. Ouais, c'est chouette. Évidemment que la famille de Six Feet Under, mais ça, c'est notre rapport à la mort et au deuil. Et je suis pas hyper sûre qu'en ce moment, on ait envie de On a se envie de ça. plonger là. Alors du coup, vous vous proposez, dans le cadre de la famille idéale, et notamment peut-être du père idéal, mais pas que, un certain Coach Taylor de la série Friday Night Lights. Oui, bah justement par rapport à Six Feet Under, qui est aussi intéressante, mais d'une manière différente. Moi, j'aime bien cette chronique du quotidien qui est Friday Night Lights, et j'ai une vénération pour ce personnage du coach Taylor parce que il a deux buts dans la vie, faire gagner son équipe le vendredi soir et devenir un bon gars. Et en fait, avec lui, on comprend que devenir une bonne personne, je sais pas pourquoi bon gars, ça sonne mieux que bonne fille, mais en fait, on est concerné quel que soit notre genre. Mmh. En fait, c'est son boulot, c'est son activité à temps plein et on se rend compte avec lui qu'en fait, ça nécessite un certain investissement, que ça va pas de soi. Là aussi, ça relève du libre arbitre et je trouve qu'il est chouette pour ça, il nous le rappelle. Et justement, je vais y revenir souvent parce que je suis un peu obsédée par cette question de la ligne 13, mais La ligne 13, le métro de la ligne 13, hein. D'accord, ok. voilà, je pense que s'il pouvait un peu organiser tout ça, le coach, les trajets seraient beaucoup plus harmonieux.
Alors, dans les familles idéales, on nous en propose d'autres. Il y a Fais pas ci, fais pas ça. Il y a This Is Us qui revient beaucoup. Succession ou Atypical. Parmi ces quelques titres, il y aurait une série sur laquelle tu aurais des choses à dire, Marianne? Ah bah, j'ai des choses à dire sur toutes ces séries, mais il me semble que celle qui est la plus proche de nous en ce moment, pour parler de séries françaises, c'est Fais pas ci, fais pas ça. Parce qu'on Mm. est vraiment tous en train d'essayer de continuer à avoir une vie professionnelle, mais en même temps, tous phagocytés par des tas de choses qu'on n'a pas à gérer 24 heures sur 24 d'habitude. Donc, je pense que celle qui a le plus de circonstances aujourd'hui, c'est vraiment Fais pas ci, fais pas ça. Alors, donc, on égrène hein, les thématiques, le super-héros du quotidien, la famille. On va en arriver, on est au cœur de cette rencontre, à l'amitié, hein, voilà, parce que bon, les meilleurs amis de série forcément abordent les questions de l'amitié. Donc pour revenir un petit peu sur certains personnages qu'on nous a cités hein, depuis le début, on en a cité quelques-uns. On me cite aussi Buffy en meilleure amie pour la vie, hein, de fiction pour la vie. Voilà, ça parle Buffy? Bah, ça parle sur, enfin, évidemment que Buffy est une série qui compte, mais je connais quelqu'un qui a souri derrière son écran. Euh, Elle a beaucoup insisté pour que le personnage soit dans le livre, mais je n'ai pas cédé. Je pense à mon éditrice Florence Letin qui est fan inconditionnelle de Buffy. Voilà, donc on aura cité au moins Buffy pour elle. Alors, en amitié, donc pareil, c'est ces héros de série qui peuvent nous aider à vivre une relation amicale ou qui nous montrent, qui nous mettent en scène une relation amicale. Alors, on pense bien évidemment à la série Friends, mais moi j'aimerais vous faire donc un deuxième quiz façon question pour un champion. Je cherche du boulot, hein, si un jour vous voulez, en tant que présentateur de jeu, je veux bien. Je me teste. Je vis à New York. Donc, qui suis-je, bien évidemment? Je vis à New York. Je fais partie d'une bande de filles. Je suis obsédé par mon look. Voilà. Je vénère Carrie Bradshaw. Je suis. Alors, je vous laisse répondre. Et en attendant, pendant qu'on attend quelques réponses, peut-être ta proposition, ta première proposition quand on a préparé cette rencontre, c'est Matt et Danny. Alors d'une série pas très connue non plus, parce que je crois qu'elle n'est pas passée en France, il faut se la procurer autrement. Matt et Danny de Studio 60. On the Sunset Strip, ouais. C'est une des séries d'Aaron Sorkin. C'est effectivement une série qui était méconnue, pourtant c'était une série de Network puisqu'elle a été diffusée sur NBC. Et c'est une série qui est une triple gourmandise pour les sériephiles. D'abord parce qu'effectivement, elle met en scène, c'est une bromance qui est vraiment charmante entre, on voit là, à l'image Matthew Perry qui incarne Matt Albee, le scénariste, et Bradley Whitford qui incarne Danny Tripp, le producteur d'une émission à la Saturday Night Live. Donc elle nous entraîne dans les coulisses de la production télévisée américaine et à travers le destin de ces deux hommes, de ces deux artistes qui sont liés comme les deux doigts de la main et qui ont une amitié très 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 forte et qui nous démontre dans tous les épisodes que la meilleure façon pour s'en sortir dans la vie, c'est d'être solidaire, c'est d'avancer groupé. Et c'est très très bien illustré d'ailleurs dans l'épisode de Noël, un épisode somptueux, un des plus beaux épisodes, je sais Benoît que tu adores les épisodes de Noël, qui est un épisode de Noël dont les bénéfices ont été reversés aux victimes de Katrina. Et c'est vraiment un des plus beaux épisodes de Noël que j'ai vu à la télévision. Et c'est très intéressant, c'est aussi une gourmandise pour les sériphiles parce qu'en fait cette série elle raconte un peu la vraie vie d'Aaron Sorkin. Parce que il est un peu incarné par ce Matt qui a un peu des problèmes, qui a d'addiction, qui a des petits problèmes sentimentaux, qui a du mal à écrire. Et là vraiment on est dans le cœur de ce que c'est que d'être un auteur et des difficultés de la terreur de la page blanche, de ce que c'est que revenir toutes les semaines et de devoir faire rire les gens. C'est merveilleux et c'est aussi terrifiant. Et donc, il y a une espèce de miroir de, de l'expérience qu'a sûrement vécu Sorkin. Et puis, il y a quelque chose que j'adore dans cette série, c'est que ce qu'elle rappelle que le divertissement,
ça peut être de la qualité, que ça peut être généreux et intelligent et que pour faire rire les gens, on n'est pas obligé de les abrutir. Et ça, c'est un des gros credos de Aaron Sorkin. Donc, une triple gourmandise. Donc on voit que l'amitié est importante dans cette série, mais qu'elle nous apprend et qu'elle nous raconte beaucoup plus. Alors, par rapport au quiz la question que j'ai posée tout à l'heure, il y a eu des réponses positives, je vais y arriver. Juste avant, écoutez bien tout au long de cette conférence, parce qu'à la fin de la conférence, il y aura 2 questions très précises par rapport à ce que Marianne a pu nous dire tout au long de la soirée. Et donc là, il y aura notamment un livre de Marianne à gagner si vous avez bien écouté, que vous avez été bien sage et que vous avez bien pris des notes sur tout ce que Marianne a raconté depuis le début. Donc là, par rapport au quiz sur je vis à New York, je fais partie d'une bande de filles, je suis obsédée par mon look, je vénère Carrie Bradshaw, je suis, Marianne Shoshana. Voilà. Alors, Shoshana, donc de la série Girls. Pas Marine. Oui, Shoshana. Oui, ah oui, il parce y a la photo de Marine qui est arrivée par accident, mais ça, on y va. Là, voilà, Shoshana. Alors, Shoshana de Girls, et pourquoi Shoshana et pas Anna, par exemple? Parce que Shoshana, en fait, elle nous aide à relativiser nos angoisses relationnelles. Shoshana, elle nous permet de prendre conscience qu'être une BFF, Best Friend Forever, meilleure amie pour toujours, c'est pas du tout un état naturel. C'est quelque chose qui se travaille, ça nécessite un entraînement et qu'elle laisse jamais rien au hasard. Elle est complètement obsédée par ça. Et du coup, c'est hyper bon pour nous moralement parce qu'on se rend compte qu'en fait, il faut choisir entre l'amitié et la sérénité. Il faut accepter que les choses sont un peu compliquées parfois et pas avoir cette espèce d'image idéale qui est forcément va être une source de déception. Et, euh, et je pense qu'elle est tellement angoissée, Shoshana, que même le Dalai Lama ne pourrait rien pour elle. Alors, de l'amitié, Marianne, on glisse naturellement à l'amour, hein, et là, dans les séries, il en est beaucoup question. Alors, les histoires d'amour finissent mal en général, et dans les séries, souvent, mais pas que. Alors, que peut-on en apprendre justement sur l'amour en regardant des séries? Alors, quand il a fallu faire des choix, Marianne, tu m'as proposé des choses un peu étranges. Je trouve des personnages pour qui, quand on les découvre, du moins en début de série, l'amour est en train de se finir mal. Et la première, c'est avec Grace, de Grace et Frankie. Oui, parce que j'avais envie de traiter ce sujet, parce que l'idée du livre, c'est quand même d'être un faux guide de développement personnel. Donc évidemment que nos relations amoureuses, elles allaient être présentes. Et il y avait quand même deux angles d'attaque, le célibat ou le mariage. Et dans les deux cas, ça peut se révéler une malédiction. Et oui, j'ai choisi Grace parce que Grace, c'est la preuve que quand tout est terminé, rien n'est foutu. Même après 70 ans, ce qui peut paraître surprenant, parce que du jour au lendemain, Grace perd tout. Hein. Son mari, et d'ailleurs je trouve que c'est très chouette que ça existe à la télé, lui annonce qu'il la quitte pour se marier avec son associé. Donc au même dîner, il fait son coming out et il annonce qu'il va se marier avec le personnage joué par Sam Elliott. Et du coup, voilà, alors forcément, elle est sous le choc. Hein. Et puis, elle éponge beaucoup, hein, ce qu'on ferait un peu tous. Et puis, elle commence à se reconstruire. Et alors, évidemment, vous allez me dire, être Jane Fonda, pour affronter ça, ça aide beaucoup. Bah oui. Je suis d'accord. Tout est plus simple quand on est Jane Fonda, on est d'accord. Évidemment, tout est plus simple quand la reconstruction se passe dans une maison sur la plage de Malibu, on est d'accord aussi. Mais en fait, ce qu'on retient, ce qu'on apprend avec elle, c'est que elle ose tout. Enfin, finalement, elle ose tout. Enfin, cette espèce de trauma, ça la désinhibe complètement. Elle tente plein de trucs nouveaux, des choses qu'elle n'a jamais faites. Elle fait exploser toutes les limites qu'elle s'était auto-imposées, jusqu'à tester avec Lily Tomlin, qu'on voit à l'écran, le lubrifiant bio. Donc, c'est pour vous dire que toutes les limites sont remises en cause. Et ouais, je pense que le tuyau que nous donne Grace, c'est que dans les relations amoureuses, ben oui, ça vaut le coup de se lancer. Et justement, en période de déconfinement, celui qui va arriver, est-ce qu'elles peuvent nous aider justement, Grace et Frankie? Enfin, Grace en l'occurrence.
Alors, ouais, moi je pense qu'il faudrait plutôt jouer sur Frankie là, parce qu'elle a elle fabrique plein de trucs, là, plein de cosmétiques, de trucs. Donc, peut-être qu'elle pourrait trouver quelque chose de barrière, une protection barrière ou quelque chose, ou peut-être probablement une espèce de potion malodorante qui nous permettrait de maintenir une distanciation sociale appropriée. Mais là, pour le déconfinement, je miserais plutôt sur Frankie. Alors, pour le deuxième choix, ton deuxième choix, tu vas parler d'une série que j'adore, créée par les créateurs, la créatrice de Gilmore Girls. On va y revenir dans un instant, mais juste avant, un petit quiz, parce que vu qu'il est question d'amour, moi j'aimerais vous proposer la question du couple idéal, la question Ingalls, hein, la question petite maison dans la prairie. Alors, vous allez pouvoir tous jouer. C'est une question à choix multiple. Je vais vous poser une question. Il y aura une réponse A, B ou C. Vous me donnez la bonne réponse et si vous avez la bonne réponse, vous gagnez encore des cadeaux Série Mania. Alors, ma question, elle est très simple et à la fois très dure. Quand Charles Ingalls doit partir longtemps pour travailler loin de Walnut Grove et ne termine pas le chantier de la nouvelle cuisine, que fait Caroline pendant ce temps-là? Réponse A. Caroline prépare des gâteaux, tout en lisant le Kama Sutra et fantasme en attendant le retour de Charles. Et inquiète, elle en parle au docteur Baker. Réponse B. Caroline accepte l'aide du révérend Alden et des villageois de Walnut Grove pour faire la surprise à son mari à son retour. Et réponse C, un inconnu débarque à la maison pour terminer les travaux de la cuisine et Caroline n'est pas insensible au charme de l'inconnu. Réponse A, réponse B ou réponse C, à vous de jouer. Et puis on verra qui a raison tout à l'heure. Alors maintenant, revenons-en à une série d'aujourd'hui. Et ce personnage que j'adore, qui est Mrs. Myriam Maisel, donc de la fabuleuse Mrs. Maisel, une héroïne qui fait du stand-up et qui, pareil, un petit peu comme dans la série précédente, bah, la série commence, elle a des petits soucis dans son couple. Donc, quand la série commence, Marianne Maisel, elle a plein de certitudes. Elle est absolument sûre que si elle performe dans son foyer, qu'elle arrive à faire le bœuf bourguignon parfait, qu'elle garde un tour de taille impeccable, tout ira bien dans sa vie. Et puis, eh ben non. Son mari n'a absolument aucun talent et il a un fantasme, c'est de devenir un stand-up comédienne. Et elle fait tout ce qu'elle peut pour l'aider, mais chacune de ses performances est catastrophique. Et au fil des péripéties, finalement, c'est elle qui se retrouve devant un micro. Et moi, je trouve ce qu'elle nous apprend, Myriam, c'est que dans le couple, le vrai investissement, ce n'est pas le PEL pour financer les dîners de la Saint-Valentin, c'est l'humour. Après cette semaine de confinement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est salvateur. Et du coup, elle se reconstruit devant un micro, elle assume publiquement ses échecs, ses névroses, elle met des mots sur son quotidien. Et du coup, cette espèce de prise de parole publique, ça lui ouvre la possibilité d'une nouvelle vie. Et donc, ça lui ouvre aussi de nouvelles perspectives amoureuses. Donc comme quoi, l'humour aide pour la vie amoureuse. Euh, voilà. Alors, il y a des réponses effectivement par rapport à mon quiz Ingalls. Marianne, tu aurais répondu quoi? Réponse A, réponse B ou réponse C? Sur la petite maison de la prairie. Hein, est-ce que Caroline elle prépare des gâteaux en lisant le Kama Sutra? Est-ce qu'elle se fait aider par le révérend Alden et les villageois pour reconstruire sa cuisine? Ou alors un inconnu débarque pour terminer les travaux et Caroline n'est pas insensible au charme de l'inconnu? Réponse B, bien sûr, Benoît. Eh bien non. Mais quoi que je l'accepterai, parce que souvent dans la petite maison de la prairie, la communauté aide, enfin voilà, la communauté s'entraide. Mais c'est la réponse C. Et oui, un inconnu débarque à la maison pour terminer les travaux et Caroline n'est pas insensible au charme de l'inconnu. Et c'est sa fille qui est pas très contente justement de voir que peut-être il pourrait se passer quelque chose ce jour-là. Voilà. Donc, pour ceux qui ont répondu C, la première qui a répondu à la question C, bah, voilà, emporte des cadeaux et ça, c'est plutôt pas mal. La petite maison à la prairie, non, vous n'avez il n'y a pas eu l'envie de la travailler dans ce livre, Marianne? Les choix, c'était des choix. Enfin, les choix que j'ai opérés, c'est des choix du cœur, c'est des choix de la spontanéité, puisque c'était quelque chose de cathartique. Donc, j'ai jamais réfléchi en termes éditorial, j'ai réfléchi en termes de cœur et d'émotion.
D'accord. Alors, on en arrive à un dernier des points, parce que c'est bien beau de parler de l'amour, de l'amitié, de la famille, du super-héros du quotidien, mais il y a aussi dans le livre un passage sur les rois de la loose. Alors, en quoi les rois de la loose, en gros ceux qui ratent complètement leur vie finalement, peuvent nous aider. Euh, Quels sont les héros de série, justement, losers, que tu aimes particulièrement, Marianne? Je pense que dans tous les chapitres du livre, finalement, la Lou, c'est peut-être celui qui parle le plus de la fonction de la série, en tout cas de sa fonction cathartique. C'est là où elle joue à plein, en fait, parce que les voir échouer comme ça, enfin, c'est terrible hein, de se réjouir du malheur des autres et c'est totalement... enfin, personne ne devrait le faire et pourtant c'est la fonction de la fiction. Aristote on l'a dit autrement, mais on peut dire kiffe le malheur des autres, c'est bon pour ta santé. Euh, pour être un peu voilà, direct. Et justement, bah, les losers, en fait, ils relativisent tous nos échecs, toutes nos peurs, toutes nos failles, parce que forcément, dramaturgie oblige, quand ils se plantent dans les grandes largeurs. Et du coup, je pense que paradoxalement, c'est sûrement eux qui nous donnent le plus confiance en nous. Et alors, Et et alors, par exemple, Johnny Drama. ouais, Johnny Drama, alors là, mon loser chouchou. Je crois que c'est le loser des losers. Donc, pour resituer, c'est un acteur sur le déclin qui est le grand frère d'une star montante. Donc, c'est compliqué à vivre pour lui, hein, le décalage entre la réussite de son frère et puis son quotidien. Personne ne veut tourner, lui offre de rôle, rien du tout. Mais Johnny Drama, ce qu'il a pour lui, c'est qu'il survit à ça, au refus, au non, au téléphone qui sonne pas. Il survit au port des Marcel. Là, il n'emporte pas, mais il met souvent des Marcel blancs qui sont assez catastrophiques. Il met souvent des chaussettes blanches aussi voilà, de tennis qui vont pas du tout avec ses costumes. Mais justement, c'est ça qui est touchant, c'est que, hum, que malgré tout ça, il maintient une forme de dignité et une passion et une naïveté quasi enfantine et il nous rappelle que que finalement la naïveté c'est aussi un refuge pour tenir quand les temps sont durs. Il a une forme de candeur qui Alors, n'est pas du tout de son âge, Johnny Drama. Alors parmi les noms qui ressortent de la part de ceux qui nous suivent ce soir, il y a le père de Shameless, ça c'est vrai que en termes de loser c'est plutôt pas mal. L'héroïne de Planqueur, tiens ça permettra de citer une autre série française. Big Bang Theory, alors si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les proposer. Parmi déjà ceux-là, est-ce qu'il y a un personnage qui t'interpelle, Bah, ils ont un point commun, Marianne? c'est que en fait, ce qu'ils nous disent, c'est qu'il faut être capable de revoir la hiérarchie de nos priorités. Et finalement, par exemple, pour revenir sur Drama, il s'en sort parce que il renonce à son rêve. On lui propose d'incarner un personnage de dessin animé, ce qui n'était pas du tout son objectif. Et ben voilà, il reconsidère et finalement, il en fait un truc réjouissant. Donc le loser, je pense qu'il fait ça pour nous, hein. Il nous renvoie à notre part d'enfance qui là, quand on était petit, qu'on était allongé chez nous en train de jouer avec des Playmobil ou autre chose et que tout était possible dans ce monde imaginaire qu'on avait créé. Alors, il y a Barry, il y a Hal dans Malcolm, et puis dans les noms, pour toi, importants, il y a Joey Tribbiani de Friends. Évidemment, et surtout en ce moment. Oui, Joey Tribbiani, parce que Joey, voilà, c'est le gars qui vit dans l'instant à fond, quoi. Donc voilà, il y a comme sur la photo. Et vivre le moment présent, pareil que Drama, revenir à notre part d'enfance, se lever le matin et se dire mon gros projet dans la journée, c'est de vider le frigo, même si c'est quand même très simple à réaliser. Donc le bonheur est à portée de main. Et puis, je pense que c'est une certaine manière, ça nous ramène à des petites choses essentielles sur lesquelles on ne s'arrête pas d'habitude. Donc, je déconseille quand même de tenter le 3 litres de lait cul sec. Mais voilà, et je pense que voilà, on vient de vivre cette semaine où
on était empêché de tout, enfin en tout cas de beaucoup de choses, et qu'on a peut-être, il suffit de scroller Instagram pour se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont redécouvert le plaisir de la tarte aux pommes ou des trucs comme ça, maison. Enfin, en tout cas, cuisiner maison, faire son pain, des tas de trucs comme ça qui sont... Voilà, et Joey nous ramène à ça, quoi. Euh, Et alors, certains disent que pour eux, Joey, il n'est pas un loser. Tu comprends ça? c'est-à-dire qu'il sublime tellement la loose que finalement, ça devient un winner, hein. Il pourrait crier comme Johnny Drama, Victory, ça serait crédible, quoi. Et alors, parmi, vu qu'on parle de Friends, on parle de Ross aussi en loser. Il serait loser, Ross? Je sais pas. Parce qu'il a un côté Ah, super burlesque. Les deux personnages dont on parlait précédemment, Drama ou Joey, ils ont des côtés, ils ont un truc no limite, quoi. Donc, je sais pas si pour être un bon loser, il faut pas être capable d'aller jusqu'au bout, quoi. hmm. Je sais pas ce que tu en penses, Dina. Oui, 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 je pense aussi. Mais moi, je suis assez d'accord sur le fait qu'à un moment donné, un personnage, c'est pour ça que je pense Joey pour moi et Ross, dans les deux cas, je les trouve un peu losers tous les deux et à la fois winners tous les deux parce qu'en fait, c'est tout le propos de la série, c'est qu'ils sont amis et que grâce aux Friends, grâce à toute la bande, ça les relève un petit peu peut-être de leur loose attitude, on va dire, ça comme ça. Alors, on va arriver au moment où, si vous avez des questions à poser à Marianne, vous allez pouvoir les lui poser. Voilà, aiguisez vos questions. Pendant ce temps-là, moi, je vous en pose deux. Donc, les fameuses deux questions pour savoir si vous avez bien écouté ce qui s'est dit aujourd'hui. La première question, donc, pour gagner le livre de Marianne, c'est donc, Marianne nous a parlé de la série Studio 60, donc dans Studio 60 on the Sunset Strip, à qui ont été reversés les bénéfices de l'épisode de Noël. Voilà, ça, elle nous l'a expliqué à un moment donné dans la conférence, donc si vous avez bien noté, donc à qui ont été reversés les bénéfices de l'épisode de Noël dans cette série Studio 60. Vous répondez et on verra ensuite qui gagne. Et la question 2, Marianne nous a parlé de Marvelous Mrs. Maisel. Donc, quel est le stand-upper ayant réellement existé qui est présent dans la série et qui lui sert de mentor? Voilà. Donc, deux questions, vous répondez. Et, pendant ce temps-là, je vois qu'il y a déjà des bonnes réponses sur notamment le Studio 60. Il fallait répondre quoi, Marianne? Intégralement reversé aux victimes de l'ouragan Katrina. C'est ça, et effectivement. Et il y a beaucoup qui ont bien écouté. Donc, très bien. Pour la question 2, on verra tout à l'heure. En attendant, si vous avez donc des questions à poser à Marianne, faut pas hésiter. Ah, ben ça y est, on a répondu à la deuxième question sur la question 2. Et donc, il fallait répondre. Lenny Bruce. Voilà, c'est ça. Marianne, avant que des questions m'arrivent, peut-être, quand on regarde une série, comment expliquer au fond que peut-être plus encore que d'autres formes artistiques, dans les séries, ce rapport aux personnages et ce besoin d'aller vers eux est fort. Alors ça existe aussi en littérature, ça existe aussi dans plein d'autres formes d'art à histoire, on va dire. Mais pourquoi dans les séries, ça marche en particulier autant? Oui, je pense que c'est paradoxalement dans les séries que ça marche le plus. Et en fait, à mon sens, l'explication est assez simple, en tout cas elle l'était jusqu'à l'invention du binge watching. C'est que les séries, elles étaient diffusées de manière hebdomadaire. Aux États-Unis, on ne diffuse pas deux épisodes, hein, on diffuse un épisode par soirée. Et une série comme Urgence, qui est chère à ton cœur, Benoît, nous a accompagnés pendant 15 ans. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont grandi avec les personnages d'Urgence. Et à tous Mm. les moments clés de notre vie, finalement, on était avec eux, on était content pour eux, on pleurait avec eux. Et je pense que c'est ça la force des séries, c'est d'être au plus près des personnages et de les voir changer et de changer en même temps qu'ils changent. Et je crois que c'est vraiment très propre à la série.
Alors, parmi les personnages, il y a les tiens dans le livre, mais parmi ceux qui ont été cités, notamment tout au long de la rencontre, on me parle aussi donc de Leslie Knope. Il a été cité Leslie Knope. Est-ce que tu penses que c'est typiquement ce type de personnage? Pourquoi peut se raccrocher à ce type de personnage? Bah, c'est un peu la même chose que. Enfin, c'est une conflit qui est différente, mais c'est un peu faire le rapprochement avec ces personnages burlesques. Il y a une telle sincérité et dans son désir de bien faire, et en même temps, il y a telle maladresse qu'elle nous touche au cœur, en fait. Elle est. Ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure sur le fait que finalement les losers étaient les héros parmi les héros de série. Parce que c'est finalement Alors, ceux qui sont le plus proches de nous. il y a Sarah qui pose une question sur est-ce qu'il y a un personnage qui a eu un effet négatif sur vous, donc sur toi, Marianne? Un effet négatif sur moi, bah, j'espère que par exemple, le... je réfléchis. J'espère que Francis Underwood, le président de House of Cards, ouais, j'espère qu'il a eu un effet négatif sur moi. J'espère qu'il m'a ramené, enfin, il m'a poussé du côté du coach Taylor. Après, est-ce que vraiment on peut avoir une relation intense avec un personnage qui a un effet négatif, c'est-à-dire qui nous impacte émotionnellement d'une manière négative? Je ne suis pas hyper convaincue de ça. On peut aimer un méchant, mais enfin un méchant, un vilain, comme on dit aux États-Unis, mais parce qu'il nous fait rire ou parce qu'il nous permet d'exorciser des peurs et tout. Mais est-ce qu'on peut se laisser impacter négativement par un héros de série? Je pense qu'on a toujours la ressource d'éteindre, d'appuyer sur la télécommande et lui dire salut et non merci, quoi. Est-ce que notre tome de ton livre est prévu? Une question qui est, j'espère, pas une question de ton éditrice. Ben, pour l'instant, ce n'est pas le cas parce qu'il vient de sortir. Il est sorti le 11 mars, mais tant qu'il y aura des séries et tant que je serai critique de séries, tout est possible. Quelle est la mort d'un personnage qui vous a le plus marqué, qui t'a le plus marqué, Marianne? La mort d'un personnage, j'ai envie de répondre une mort qui t'a marqué toi aussi, Benoît, celle de Margreen dans Oui, Urgence. dans Urgence. Ouais. Pour quelle raison? Parce qu'on avait vécu très longtemps avec eux et après, peut-être qu'à ce moment-là, ça a résonné de manière particulière chez moi. Voilà. Alors, encore une question, une série que vous avez arrêtée parce qu'elle ne vous plaisait pas. Une série que j'ai arrêtée parce qu'elle ne me plaisait pas. Alors, c'est compliqué pour moi de répondre à cette question parce que j'ai emprunté à pas mal de ces personnages l'idée qu'il faut être positif et optimisme pour être heureux dans la vie. Donc, en fait, il n'y a aucune série qui sont dans mon livre que je n'aime pas. Mhm. Euh, et même en tant que critique, j'ai tendance toujours à écrire des papiers sur les séries que j'aime. J'ai aucun plaisir à écrire des papiers sur les séries que j'aime pas. Mais Euh, alors du coup, là par exemple, on est en période de confinement, c'est l'occasion souvent de se dire, tiens, et si j'allais au bout de cette série que j'ai arrêtée parce que là vraiment, j'en pouvais plus, soit à cause de l'univers, alors, soit en cause des voilà. personnages. Ouais, non, je vais dire autre chose en fait. Il arrive que des séries soient remarquables du point de vue scénaristique mais qu'elles me touchent moins en tant que téléspectatrice. Je pense par exemple à Breaking Bad, qui est incontestablement une série artistiquement incontournable, mais je ne suis pas très très émue par la trajectoire de Walter White. En revanche, je suis une grande fan de Better Call Saul. Jimmy McGill Mm. me touche beaucoup plus. Donc, je pense que mon regard critique est différent de ma sensibilité de téléspectatrice. J'ai besoin de Une autre m'attacher, question? Ouais, j'ai besoin de oui. m'attacher à un personnage, j'ai besoin qu'il me parle, qu'il touche à des choses intimes. Et peut-être que Walter White, il touchait rien d'intime chez moi. Et l'attachement à un personnage ne peut pas rentrer en ligne de compte en tant que critique.
Alors, il y a des choses. J'ai aussi ce qu'on appelle les guilty pleasures, donc les plaisirs coupables. Il y a des séries que j'adore et qui sont pas forcément d'un strict point de vue artistique remarquable. Donc, il arrive que les deux, que ce soit compatible. Par exemple, je pense que This Is Us, c'est un bon exemple d'une série qui s'adresse au plus grand nombre et qui est remarquablement écrite, mais c'est pas toujours le cas. La série qui vous a le plus bouleversé émotionnellement? Encore une question de quelqu'un qui nous regarde ce soir. J'hésite entre deux séries qui sont toutes les deux dans le livre. The Big Sea, qui racontait l'histoire de Cathy Jamieson qui sait qu'elle va mourir dès le premier épisode. Donc, et nous aussi, on sait qu'elle va mourir. Et en fait, c'est une série qui n'est pas sur la mort, contrairement à Six Feet Under, qui d'ailleurs n'est pas, finalement, en parlant de la mort, parle de la vie aussi. Mais c'est une série qui raconte ce que cette femme va faire du temps qui lui reste à vivre. Et c'est super touchant. Et pas du tout larmoyant au sens premier du terme. C'est ça qui est très beau d'ailleurs dans cette série. Et la deuxième série que j'adore, qui me bouleverse, c'est une série de David Simon qui s'appelle Tremé, qui a lieu aussi à la Nouvelle-Orléans après Katrina. Et c'est une chronique d'une communauté qui tente de se reconstruire dans le marasme qui a suivi le passage de l'ouragan et le fait que les autorités ont été totalement défaillantes pour les populations qui étaient victimes de ce drame. Et j'adore cette série parce que c'est une série sur le jazz, sur la cuisine, sur l'amitié, sur la solidarité. C'est une série qui est très bouleversante. J'ai attendu très 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 longtemps avant de regarder le dernier épisode. Je me le suis gardé, je voulais pas que ça s'arrête, donc je regardais pas le dernier épisode. Puis un jour, j'ai craqué. Je vais prendre une dernière question. Une série qui a été arrêtée trop tôt, selon toi, Marianne? Studio 60 on the Sunset Strip de Aaron Sorkin. Elle a eu qu'une saison, 24 épisodes quand même, mais elle n'aurait jamais dû être arrêtée cette série. Elle était géniale, vraiment géniale. Et aujourd'hui encore plus qu'hier, puisque le paysage politique américain est ce qu'il est, on le sait. Et c'était vraiment une série qui questionnait l'Amérique, son clivage, qui pointait les dangers de l'ultraconservatisme et tout. C'était vraiment une très, très, très chouette série. Merci beaucoup, Marianne. Donc, je rappelle que ton livre, Ces héros qui ratent leur vie pour que tu réussisses la tienne, est chez Pygmalion. D'heureux internautes auront la chance de pouvoir le lire très bientôt. C'était très sympathique de sortir de ce confinement virtuellement comme ça pour parler de ces héros de séries qui nous font tous du bien. Merci donc à Sérimania d'avoir aussi organisé cette rencontre. Je suis très très content de pouvoir en parler avec toi. Et puis merci à vous d'avoir participé si joyeusement, parce que il y a eu beaucoup de messages, beaucoup. On les regardera à tête reposée. C'était très chouette de passer ce moment avec vous. Merci beaucoup. Hop, ça y est, je suis là. Bonjour. Rebonjour à tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis sur cette seconde conférence en live. Vous avez été hyper nombreux à nous regarder et hyper nombreux à participer. Alors pour ceux qui ont gagné des goodies ou des exemplaires du livre, vous avez été prévenus en commentaire et on vous a demandé d'envoyer vos adresses, vos noms, adresses postales en MP. Donc faites-le évidemment. Donc merci encore à tous les deux. Si vous souhaitez acheter le livre de Marianne, on va vous mettre le lien dans les commentaires, bien sûr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain à 19h, pour une autre conférence sur une thématique vraiment différente. Ça s'appelle « Saper comme jadis, les costumes dans les séries ». Ce sera présenté par Ivan Jacob et Pauline Baduel en partenariat avec Lina et nos partenaires habituels. D'ici là, écoutez, prenez soin de vous et on tient le coup, on reste chez soi.